matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Bonjour Brice Perrier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste indépendant. Vous aviez déjà écrit SARS-CoV-2 aux origines du mal chez Max Milo. Ah non, pardon, c'était aux éditions Belin. Chez Belin. J'ai cité la concurrence. Et puis aujourd'hui, donc l'obscurantisme au pouvoir chez Max Milo. Mais évidemment, vous travaillez. Ce qui est intéressant d'ailleurs, vous êtes un journaliste qui travaillait beaucoup sur des questions scientifiques, sur les sujets scientifiques. Et c'est d'ailleurs ici une approche que vous allez pouvoir apporter dans cette recherche très très intéressante. L'obscurantisme au pouvoir, finalement, dans votre livre, on comprend que vous revenez sur ces grands concepts d'obscurantisme, de complotisme, évidemment. Et ce que vous dites, ce que vous pointez du doigt, et avec les plus grands scientifiques de l'Académie des sciences, etc., c'est que finalement, l'obscurantisme n'est pas là où on le pense. Pas que là où Oui, on pas pense. que là où on pense. Les plus grands scientifiques, je ne sais pas, mais c'est des scientifiques de l'Académie des sciences qui m'aident à introduire ce livre. Oui. Et oui, en fait, c'est un peu ramener l'obscurantisme vers là où il était à l'origine. En fait, c'est-à-dire vers le pouvoir, vers les gens qui ont l'autorité d'exercer cet obscurantisme. Alors que ces dernières années, on était plus à montrer des populations plus ou moins marginales, des anti-vax, des gens qui refusent les Amish, des gens qui refusent Emmanuel le progrès. Macron qui dit oui, alors je sais plus s'il utilise à ce moment-là le terme d'obscurantisme, mais il dit oui, ceux qui Qui veulent le préfèrent retour à la lampe à huile, ou ce genre de ça, des arriérés, quoi, en gros. Oui. Et donc, on parlait beaucoup d'obscurantisme vis-à-vis de personnes comme ça. Et en fait, oui, moi je montre qu'il y a aussi un obscurantisme qui est là où il y a du pouvoir et donc qui peut s'exercer en empêchant certaines recherches ou en les disqualifiant, voilà, des positions un peu des abus d'autorité, on va dire. Oui, et ces abus d'autorité, vous les retracez dans votre livre, franchement très très intéressant. Et ça commence par l'INSERM, ça commence par le CNRS aussi. Enfin, vous donnez des exemples en fait de scientifiques qui ont tout simplement avancé dans la science, qui font des découvertes, ils veulent faire des recherches et à partir du moment où ils vont contre le courant majoritaire, ils se font recaler. En fait, vous inscrivez ce qui s'est passé pendant le Covid dans cette trame en fait qui existait déjà, qui était déjà existante, c'était moins voyant, on va dire, du refus, encore aujourd'hui, de tout ce qui pourrait être un courant minoritaire scientifique, alors que normalement la science demande le débat, ou oui, c'est ça, la contestation des faits. Oui, c'est des obstacles ou des a priori, et c'est vrai que le Covid, ça a été un grand révélateur de tout ça. J'ai pas mal discuté, je suis un peu accompagné sur ce livre par un assez grand biologiste qui s'appelle Miroslav Radman. Lui, il me disait que le Covid, ça avait été la fête de l'obscurantisme. Ah oui, carrément. Et avec, oui, un manque de débat, parce que voilà, à l'Académie des sciences, il montre qu'il n'y a pas eu de débat. Il y a Catherine Bréchignac qui montre qu'il y a des questions qui étaient posées au début de l'épidémie, sur le confinement, sur les modélisations, et qu'il n'y avait pas vraiment de discussion possible là-dessus. Et Miroslav relève d'ailleurs qu'il n'y a eu aucun vrai symposium scientifique qui s'est organisé pendant le Covid. Oui, ils sont très étonnés, les deux chercheurs, les deux scientifiques que vous citez au départ, donc Miroslav Radman et Catherine Bréchignac, tous les deux de l'Académie des sciences et qui ont travaillé avec vous, avec qui vous avez pu discuter. C'est très intéressant ce dialogue du départ. Bon, on comprend, ils disent, mais il y a des affirmations qui étaient répétées plein de fois dans des vidéos pédagogiques dans Le Monde, sur LCI, etc. Et puis d'ailleurs ensuite reprises par des instituts sérieux comme l'INSERM, on dit par exemple les vaccins ARN ne modifieront pas notre ADN, et elle dit mais comment peut-on dire une chose pareille alors qu'on n'a même pas fait la recherche sur ce sujet-là, donc on ne peut rien affirmer. Ça, c'est ce que Miroslav relève. Et après, le pendant de ça, c'est que vous allez vers de l'autre côté des gens qui vont dire oui, le vaccin change votre génome, vous allez devenir des OGM. Et en fait, il n'y a pas de débat, il y a des partis pris qui s'expriment d'un côté ou de l'autre. Et c'est un peu le drame de ce Covid et le drame de cet obscurantisme. Oui. Et alors, vous donnez des exemples. J'aimerais que vous nous disiez un peu comment ça se passe, par exemple, sur l'INSERM. Mais en plus, vous avez vraiment détaillé les chercher en disant mais on ne comprend pas comment vous pouvez affirmer, parce qu'en fait, l'INSERM a quand même créé une cellule de riposte. D'ailleurs, vous racontez que c'est à la suite de Laurent Toubiana que nous on a reçu. Donc, je rappelle Laurent Toubiana qui avait expliqué que l'épidémie n'était pas vraiment une épidémie parce que les malades Covid n'ont représenté que 2% des hospitalisations en 2020. Bon, voilà. Il avait sa démonstration. Et en fait, lui faisait partie de l'INSERM. Et après lui, ça a été le drame. Et on a dit, maintenant, cellule de riposte. En gros, tous ceux qui ne disent pas la bonne parole, comme dans le sens dans lequel on le veut, vont être mis sur le côté. Et donc, c'est un peu excessif, comme vous voyez les choses. Vous grossissez le trait. Non, mais je simplifie. Alors, allez-y, racontez justement.
L'INSERM, il y a eu cette cellule riposte qui a effectivement apparemment été créée après les propos de Laurent Toubiana, que je ne valide pas ni n'infirme, mais voilà, oui. c'est... Et après, moi, ce que je montre, c'est plus un livre qu'ils ont fait sur les fake news, où il y a 2 articles sur une centaine que je pointe. Un sur justement cette modification du génome éventuelle par les vaccins Covid qui est exclue, alors qu'en fait, comme le rappelle Miroslav, elle n'a pas été recherchée. Et un autre article qui est sur le cerveau a-t-il un sexe ? Et où, en fait, on met de côté des études ou des données qui montrent des différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin pour être dans une sorte d'égalitarisme et de bien-pensance. Oui, mais donc, oui, exactement. Donc, on est dans un format... finalement, la science se met au pas de la bien-pensance. C'est ce qu'on peut comprendre, mais ce que je dis à travers vous êtes très scientifique, très rigoureux. Hein, mais moi, j'essaie de comprendre, d'analyser ce que vous nous racontez. Ben oui, ça peut être ça. C'est le sous-titre du livre. Quand la bien-pensance entrave la connaissance. Oui. Parce que, on a des a priori, des préjugés, des dogmes qui font que, on va pas chercher. Et ça peut être du politiquement correct, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, je dis, des idéologies, des croyances. Oui, c'est ça. Oui, c'est de la pensée majoritaire, on va dire. Ouais. Ça va dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais en tout cas, quand on sort de cette pensée majoritaire, et alors ce que vous racontez qui est intéressant, c'est que dans la science, c'est pas une première, donc le Covid. Est-ce que vous pourriez par exemple raconter l'histoire de ce chercheur qui voulait parler de la mémoire de l'eau et qui s'est fait complètement humilier par une commission? Jacques Benveniste. Oui. C'est très connu l'histoire de Jacques Benveniste. Racontez. C'est quelqu'un qui avait trouvé, ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau, qui était la présence en fait d'une action moléculaire alors qu'il n'y a plus de molécules parce qu'on a fait des hautes dilutions. Donc il a publié un article qui a été qui paraît dans Nature. C'était une sorte de révolution, un peu ce qu'il prétendait avoir trouvé. C'était une révolution à la fois dans la physique et la biologie parce que vous aviez plus de matière, plus de molécules, mais un effet moléculaire. Et donc c'était peut-être parce qu'il y avait une mémoire. Et donc, il a publié un papier dans la grande revue Nature. Et après 2 ans de discussion, et on lui demandait d'avoir fait répliquer son papier, ce qu'il a fait. Et en fait, après, il y a eu un comité des examens, un peu comme si c'était une sorte de police scientifique de Nature qui avait mis ça comme condition aussi à la publication du papier, d'aller vérifier si c'était, d'aller vérifier ses expériences. Mais ça, pardon, on s'arrête là juste parenthèse. Ça, vous expliquez que ça peut être classique qu'il y ait une commission scientifique, enfin en tout cas qu'elle aurait pu être justifiée et qu'il y ait des scientifiques, de spécialistes de ces questions-là qui soient sur place et qui valident en effet cette expérience. Non, ça se passe jamais comme ça. En fait, vous avez la réplication en science, vous le faites dans votre laboratoire. Il y a un autre laboratoire qui va le refaire, qui va montrer, non, ça marche pas. Là, c'est des gens qui sont venus avec le rédacteur en chef de Nature, puis ils sont venus avec un magicien qui était spécialiste de la démystification. Oui, alors ça c'est dingue. Avec un spécialiste des fraudes. Donc, c'est pas des experts dans le domaine qui ont fait ça de manière scientifique. Ils sont venus, allez, vas-y, montre-nous que ça marche. Et avec dans des conditions qui sont pas des conditions scientifiques. Et c'est ce qui a beaucoup choqué, par exemple, Miroslav Radman. Oui. Quand je lui demandais quel était l'exemple d'obscurantisme le plus important dont il se rappelait dans les dernières décennies, il m'a dit la mémoire de l'eau, pas parce qu'il disait que la mémoire de l'eau fonctionne, que Benveniste avait raison, mais la façon dont ça a été traité, c'était pas scientifique. On a empêché la recherche, en fait, sur ce on l'a un peu discrédité, et après, on l'a caricaturé, et là... Après, il n'avait plus non plus, vous dites, les revenus aussi, ou les bourses pour pouvoir faire les recherches. Enfin, il a été mis complètement sur le banc. Il a été mis un peu sur la touche. Il a jamais, de toute façon, été financé par... C'est ce que relève Jacques Testard, le père du premier bébé Frouette, qui était voisin de laboratoire à l'INSERM de Jacques Benveniste. Il relève que l'INSERM n'a jamais donné un crédit pour la mémoire de l'eau. Mais par contre, après, plus récemment, il y a Céric Villani, le mathématicien, qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet et qui a fait une allocution dans un colloque en 2015 en disant que ça avait été un massacre et qu'en fait, le devoir de la communauté scientifique, c'était de poursuivre ces expériences, d'essayer de les vérifier. Et il avait d'ailleurs essayé de le faire avec Luc Montagnier, qui à l'époque travaillait là-dessus. Et malheureusement, Luc Montagnier n'avait pas accepté sa proposition de répliquer les expériences à l'ONM, ce qui est à l'École normale supérieure, ce qui est,
mon avis, très dommageable et une erreur de Luc Montagnier qui pensait peut-être pouvoir faire tout seul. Et il était dans une sorte de marginalisation et Villani avait amené une proposition concrète et il l'a refusée. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec... Parce qu'il a bien voulu reprendre le sujet, mais dans ses laboratoires, c'est ça ou pas, il n'a pas voulu le faire selon les conditions il l'a fait un peu, à sa façon, alors que Villani lui permettait d'arriver dans un cadre un peu plus institutionnel et démontrer ça. Et il a refusé, donc Villani le regrettait beaucoup. Et, c'est un peu peut-être symptomatique d'une espèce de marginalisation, de fuite un peu en avant qu'a eu Luc Montagnier dans la fin de sa carrière, de s'isoler de la communauté scientifique. Mais est-ce que cette marginalisation, elle n'est pas aussi recherchée par le courant majoritaire ? C'est aussi tout ce qu'on peut lire à travers votre livre, c'est qu'il y a des scientifiques, il y a des chercheurs on a l'impression qu'ils sont poussés vers la porte parce qu'ils ne vont plus, leur recherche, ce qu'ils veulent démontrer ne va plus dans le sens du courant majoritaire. Bien sûr, ça peut amener à ça, bien sûr, c'est une sorte de rejet qui peut pousser à cette fuite en avant, mais bon, après, il y a les méfaits de la fuite en avant aussi, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir maintenant, donc on comprend le courant majoritaire scientifique. Est-ce que ce courant majoritaire scientifique est lui-même instrumentalisé par des intérêts autres, politiques ou financiers ? C'est aussi la question que vous posez. Vous posez la question de Big Pharma. Et là, pareil, vous relevez quelque chose de très intéressant. Vous dites on commençait à véritablement avoir une critique de ce qu'on appelait Big Pharma avant la crise Covid. Et puis, la crise Covid étant arrivée, c'est comme si c'était devenu tabou de s'interroger sur les intérêts financiers, la collusion qu'il pourrait y avoir entre des laboratoires et puis des grands... des grands financements qui dirigeraient un peu ces laboratoires. Et à ce sujet, je propose qu'on regarde un extrait que vous citez, du coup on l'a ressorti, de Rudi Reichstadt sur LCI, je crois. C'est la chaîne parlementaire. LCP, oui, c'est la chaîne parlementaire, qui a donc une petite rubrique, je crois, quotidienne, je ne sais plus, où on peut poser des questions comme ça, enfin des questions qui sont posées à Rudi Reichstadt. Alors, et c'est quoi Big Pharma ? Et voilà ce que répond Rudi Reichstadt. Salut Rudy. Bonjour Léna. Big Pharma, c'est le nom de la théorie complotiste qui dit que les labos pharmaceutiques s'entendent à l'échelle mondiale pour faire des bénéfices financiers sur notre dos, au mépris du bien commun. Le vaccin contre le Covid, c'est quand même une très bonne affaire pour eux, non ? Oui, c'est indéniable. Mais c'est pas un peu immoral ? Certains laboratoires qui commercialisent des vaccins contre le Covid ont décidé de vendre leurs vaccins à prix coûtant, en tout cas pour l'année 2021. D'autres, ceux qui ont développé la fameuse technologie ARN messager, font beaucoup plus de bénéfices, mais ils expliquent qu'ils ont pris un risque industriel. Pfizer, par exemple, a investi 2 milliards de dollars dans son vaccin. Si ça n'avait pas marché, les pertes auraient été pour eux. Mais pourquoi on n'a pas plutôt mis en avant des traitements qui coûtent moins cher, comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine par exemple ? Parce que les deux molécules dont tu parles n'ont pas fait la preuve scientifiquement de leur efficacité. Alors voilà, c'est assez symptomatique, on va dire, cette vidéo et de toute façon l'émergence de tous les fact-checkers de cette époque. Rudi Reichstadt en fait plus que partie. Spécialiste, je crois d'ailleurs, Rudi Reichstadt, c'est comme ça qu'il est présenté des fake news. Voilà, donc là c'est quoi Big Pharma le 6 mai 2022, je précise, sur LCP. Donc vous le donnez comme exemple et vous montrez que finalement là on arrive à un nouveau discours où Big Pharma n'est pas mauvais en soi. On n'a plus le droit de se poser la question des intérêts qu'il y aurait derrière certains laboratoires. De toute façon, c'est pas que Big Pharma est mauvais en soi, mais c'est ce que raconte un peu aussi John Ioannidis, c'est que je relais dans le livre dans ce passage-là, c'est qu'en fait, depuis les années 2000, notamment grâce à des chercheurs comme John Ioannidis, il y avait une tendance à être plus regardant sur les données que fournissent l'industrie pharmaceutique, parce que des études peuvent être biaisées, peuvent être faites pour favoriser un médicament, ne pas mettre en avant les effets secondaires. Il y avait eu le mea culpa d'un ancien patron du directeur du Lancet qui avait dit nos revues aussi sont désormais... beaucoup de revues, voilà. À la botte. À la botte, je sais pas, mais voilà, qu'il y a des... il y avait besoin d'une rigueur plus grande en fait, d'une vérification, et donc ça c'était et on parlait de Big Pharma de façon un peu commune pour montrer cette industrie pharmaceutique. Années 2000, 2010, et Ioannidis relève que avec le Covid, on a oublié un petit peu cette exigence de rigueur, de vérification, en donnant une sorte de présomption d'efficacité à Big Pharma qui amenait son vaccin miraculeux et ses médicaments. Et voilà, et l'exemple de Rudi Reichstadt, il montre ça, c'est-à-dire cette expression Big Pharma qui était reconnue. Il y avait, alors même en 2020, vous avez un documentaire qui sort sur Arte qui s'appelle Big Pharma, qui montre la puissance de ces laboratoires.
Là, avec le Covid, dire Big Pharma, c'est une théorie du complot. Ça devient et donc c'est un peu ridicule. Et ça, on voit que c'est des experts comme Rudy Reichstadt qui deviennent des experts pour la santé, pour les fake news en matière de santé, à la place de chercheurs comme John Ioannidis qui sont des pointures mondiales, quoi. Bien sûr. Ce qui est embêtant, c'est que il y a Rudy Reichstadt, on pourrait dire c'est une personne isolée, mais non. Enfin, c'était toute une armada de communication et sur LCP, donc sur une chaîne parlementaire très très officielle, très sérieuse. Sur deniers publics. Oui, sur deniers publics en plus. Donc ici, on a vu quand même, ça se cristallise, ici c'est un exemple, mais ça se cristallise autour de cette période Covid où finalement, tous les courants minoritaires sont relégués dans ce fameux obscurantisme et il n'y a plus de discussion finalement scientifique. Et la science peut-elle encore avancer finalement aujourd'hui ? Après, c'est pas comme ça dans tous les domaines, hein, et puis les choses évoluent, mais oui, il y a un problème de débat, et en plus, même au niveau aussi de la formation, parce que vous avez la formation qui va traiter d'un côté, et puis après, vous allez avoir une information alternative, donc vous êtes un peu l'incarnation, qui va prendre l'autre côté. Et en fait, il n'y a pas vraiment de débat, parce que même chez l'alternatif, on va pas vraiment remettre en question. On va prendre des opposants, des gens qui critiquent, qui vont amener des débats, mais ils vont pas vraiment être remis en question non plus. Donc, en fait, on a quasiment deux réalités parallèles. La différence, c'est que les médias alternatifs que je représente, comme vous dites, nous, on tente d'inviter des personnes, des Rudy Reichstadt et des autres qui viennent débattre. Ils veulent pas venir débattre. Là, il y en a qui tendent la main aux autres. C'est ça la différence, peut-être. Après, tendre la main, c'est bien, c'est sûr. Mais après, c'est aussi... Un débat, c'est un débat. Il faut réussir à le faire. Il faut que les deux acceptent de venir. Oui, mais Rudy Reichstadt, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Mais vous pourriez avoir des scientifiques qui vont vous dire autre chose que les scientifiques que vous recevez et qui accepteraient sans doute de venir. Parce que Rudy Reichstadt, c'est pas un scientifique. En fait, il n'a pas à venir dans des débats scientifiques parce qu'en fait, il y connaît rien. Moi, je me rappelle le jour où il y avait le colloque de l'INSERM, c'était Rudy Reichstadt sur la désinformation en santé. C'est Rudy Reichstadt qui vient faire une intervention. C'est juste grotesque parce qu'il connaît rien à la médecine, mais il va venir vous parler de l'origine du Covid. Nous, on a tenté avec Alexandra Orion-Côte de faire venir des spécialistes de l'ARN en face d'elle. Les personnes refusaient. Et je n'étais pas forcément sur ce média ici. Donc, je crois que quand vous dites la science est fermée, je pense qu'il y a un courant qui refuse de voir les autres scientifiques. Les autres, certainement qu'il y a évidemment des exagérations, mais ils cherchent à débattre. Ils ne demandent que ça, d'ailleurs. Moi, je vois pas d'ailleurs, trop... ils passent, regardez, professeur Perron, qu'on a reçu il y a peu de temps, ils ont publié, justement, de façon tout à fait scientifique, une letter of concern face à une autre étude qui était, selon eux, biaisée. Ils n'ont jamais eu de retour face à cette letter of concern, alors que normalement, il y a toujours des retours, il y a toujours des débats scientifiques qui s'organisent. Ils étaient obligés de republier sur un autre magazine. Oui, ça arrive, vous savez, dans l'autre sens aussi, vous allez avoir des choses. Mais moi, ce que je trouve qui est dommageable, c'est cet aspect chacun de son côté. On part chacun de son côté, on est dans des mondes parallèles. Par exemple, moi, quand j'écoute M. Perron, il y a beaucoup de choses qui me semblent des énormités et qu'en fait, on prend comme un acquis quand il va vous dire que Bill Gates est derrière la variole du singe et que ça se trouve, ça a été... En fait, il n'y a rien à part il y a une espèce de fuite en avant aussi de la défiance qui amène en fait à croire des choses et vu qu'il n'y a pas de contradiction, en fait, chacun part dans son truc, oui, ça devient en fait assez dramatique, moi je trouve, au niveau de l'information. Oui, alors justement, ce que vous dites, c'est ce qui est intéressant. Vous donnez la parole je vais vous redonner son nom, mais vous allez peut-être le retrouver avant moi. Quelqu'un qui a écrit, que vous citez, et qui a écrit justement sur on va dire le doute qui est semé dans la population face le doute scientifique, on va dire. Et il dit la première chose à faire, Hugo Mercier, je crois, voilà, c'est ça. Et qui dit, en fait, la première chose à faire, ce serait peut-être d'abord de redonner confiance aux Français, puisqu'on est Français, face aux sciences et la politique générale scientifique et politique actuelle. Avant d'interdire les réseaux sociaux ou autres qui sont considérés comme complotistes ou exagérants. Bien sûr, il dit que ce serait plus efficace pour enlever la défiance qu'on ait des laboratoires pharmaceutiques qui soient transparents, ou des politiques qui soient transparents dans leur politique de santé ou autre, plutôt que de fermer des comptes Twitter, parce que fermer des comptes Twitter ou fermer des médias, il y en aura un autre qui viendra. Et en fait, faut pas donner l'idée d'avoir de la défiance, parce que c'est ça qui amène aussi le complotisme, c'est de donner des graines, en fait. Oui, alors justement, mais j'aimerais bien que vous alliez un petit peu plus loin et que vous nous dites exactement ce qu'il a écrit et quelle recherche il a faite et comment il arrive à cette conclusion de dire finalement pour le moment
problème, la première chose à faire, c'est qu'on soit plus transparent, plus intransigeant au niveau des politiques nationales. Bah ça, c'est son avis qu'il donne, c'est pas particulièrement des recherches qu'il a fait sur le complotisme, mais lui, il est plutôt sur la crédulité et sur les sciences cognitives et sur le fait qu'on dit beaucoup que les biais cognitifs usent de notre crédulité pour croire n'importe quoi, et notamment toutes ces théories du complot ou toutes les fake news diverses et variées. Mais en fait, il montre qu'en fait, c'est totalement surestimé, ça, qu'on est beaucoup moins crédule qu'on peut le dire, et qu'en fait, ben voilà, les biais cognitifs existent, mais qu'ils ne sont pas forcément déjà nuisibles. Et puis voilà, il montre que le fonctionnement du cerveau n'est pas si simple qu'on le dit, et qu'on n'est pas si crédule que ça. Et donc on est moins apte qu'on peut le dire à croire n'importe quoi. Ouais, Par contre, on peut croire des choses erronées, et c'est vrai que le contexte peut faire que voilà, quand on voit des scandales sanitaires ou financiers, on va en croire davantage. Oui, ça c'est certain, tant qu'on n'a pas la formation en fait. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique qu'en effet, on ne tombe pas forcément dans ces biais aussi facilement que ce qu'on pourrait le croire, et qu'on a tendance à vouloir se protéger. Se protéger, c'est-à-dire je ne sais plus exactement comment c'est expliqué, mais à vouloir protéger ses propres intérêts, quoi. Déjà, qu'on a aussi envie de confirmer, c'est le fameux biais de confirmation. Se protéger, c'est aussi rester dans ses certitudes. Et donc, on va, ça c'est le biais de confirmation, mais qui concerne tout le monde. On va aussi toujours dire, ces gens, Rudi Reichstadt ou des gens comme Gérald Bronner, qui sont... beaucoup à parler des biais cognitifs, ils vont toujours dire, les complotistes, ils ont des biais, ils regardent que l'info qui les arrange. Mais en fait, eux font exactement la même chose. Quand vous voyez le passage de Rudi Reichstadt, c'est un magnifique exemple de biais de confirmation où il va prendre que les petites données qui vont lui servir à faire son discours pour dire que Big Pharma est une théorie du complot et que les laboratoires sont des bienfaiteurs de l'humanité, puisqu'il y en a qui travaillent à prix coûtant, alors que Pfizer a tellement investi, a tellement risqué là-dedans, sans dire qu'en fait, ils ont reçu des milliards d'argent public aussi. Mais voilà, c'est ces questions de biais, c'est ça aussi qui montre... Hugo Mercier. J'ai retrouvé l'expression. C'est nous rejetons la plupart des affirmations qui pourraient nous causer du tort. Voilà comment il le formule exactement grâce à cette et causer du tort aussi cognitivement, c'est-à-dire en vous contredisant, des certitudes, des croyances que vous avez. Donc vous allez avoir tendance à écarter celles qui vont vous contredire. Je vous dis, c'est le fameux biais de confirmation, mais qui n'est pas présent que chez les complotistes et chez les gens qui font des fake news, parce que on le voit. Je le vois. Je le raconte d'ailleurs avec un journaliste. C'est une anecdote assez amusante, parce que vous parliez de la mémoire de l'eau. C'est un journaliste d'un grand quotidien français à qui je parle de cette histoire de la mémoire de l'eau. Il me demande un peu son avis et il me dit qu'il a assisté à ce colloque où était Cédric Villani en 2015 et que Cédric Villani avait dit que c'était vraiment n'importe quoi. Il me dit en fait il n'y a que des tarés comme Montagnier qui vont croire à la mémoire de l'eau encore aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que moi j'ai le texte de ce qu'a dit Cédric Villani, et il n'a pas du tout entendu ce qu'a dit Cédric Villani, parce qu'il a dit que la communauté scientifique avait un devoir de reprendre ses expériences, de voir ce qu'il en était et tout ça, et lui, il vous dit, ce qu'il a entendu, c'est du bullshit. Donc là, on voit un bel exemple de biais de confirmation de quelqu'un qui ne peut pas entendre quelque chose qui va contre cette pensée dominante, cette parole, de dire, oui, bien sûr, la mémoire de l'eau, c'est des gens qui ont déliré, quoi. Alors c'est quoi la solution selon vous ? C'est le débat, c'est le dialogue, c'est un peu l'ouverture d'esprit en fait. En gros, c'est ça. Mon livre, c'est une sorte de plaidoyer pour l'ouverture d'esprit, aussi bien au niveau de la science que au niveau des médias. Et voilà, et faire les expériences, et éviter les préjugés. Oui, donc après, c'est peut-être, c'est mon diagnostic en fait. Oui, tout à fait. C'est votre diagnostic et vous montrez bien qu'aujourd'hui, la science ferme la porte à certaines recherches entre guillemets minoritaires. La science, le cadre un petit peu, le cadre de la recherche. Oui, tout à fait. Parce que la science, c'est une abstraction. Il n'y a personne qui est la science. Mais des gens qui incarnent la science, Oui, donc on voit qu'aujourd'hui, quand même, ce débat est fermé. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et il est fermé par ceux qui détiennent les institutions, justement. Disons que c'est ceux qui ont le pouvoir. C'est pour ça que moi, j'insiste quand même beaucoup plus sur le bouquin, c'est l'obscurantisme au pouvoir. C'est ceux qui ont au pouvoir qui sont au pouvoir, qui peuvent exclure du cadre commun, on va dire. C'est ça. Après, le problème, c'est que quand on exclut le cadre commun, après, on peut partir un peu, entre guillemets, en vrille, ou alors, voilà... on crée des marginalisations. On crée de la marginalisation, et du coup, après, chacun se complète, va pouvoir, je sais pas, du côté du mainstream, on va regarder les complotistes, on va sortir les choses, les énormités, et il y en a, donc on va pouvoir mettre ça en avant, et dire, voilà, les débunkers, on va dire, ça c'est faux, et tout ça.
Et puis de l'autre côté, du côté un peu alternatif, on va voir toutes les énormités aussi, on va mettre ça en avant et il n'y aura que ça. Alors qu'en fait, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais il y a une sorte de clivage qui pousse à un jusqu'au-boutisme et à deux réalités parallèles qui peuvent plus se rencontrer, et c'est ça qui est assez dramatique. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion finale, Brice Perrier. Seulement, encore une fois, je pense qu'il y en a à qui on a fermé la porte et qui seraient aptes et ouverts au débat. Je vous le répète, hein, moi je connais des scientifiques qui m'ont demandé d'organiser des débats. Donc je sais, seulement on a beaucoup de mal à le faire. Donc je ne sais pas si c'est vraiment volontaire que de se marginaliser d'un côté. Après, Vous c'est avez bien vu aussi peut-être aux journalistes les insultes. à remettre en cause, parce que voilà, je prends 2-3 exemples de personnes qui sont un peu dans la résistance, l'info alternative et tout ça, où en fait ils peuvent dire des énormités qu'on ne relève pas. Je prends l'exemple de Pierre Chaillot qui en fait dit qu'il vend des best-sellers, qui passe dans tous les médias comme si c'était la référence, qui amène les vrais chiffres du Covid, mais qui défend quand même l'idée que en fait le virus du Covid n'existe pas, que c'est une maladie inventée, et parce qu'il n'y a pas de transmission du virus, qui est une énormité. Même Laurent Toubiana, je l'interroge, il me le dit, mais c'est une débilité sans fin ce qu'il dit, mais on ne va pas le dire en public. Et ça, c'est forcément, vous allez avoir les gens qui vont dire Pierre Chaillot, il dit une énormité, et de votre côté, en fait, personne ne le relève. Et Toubiana pose face son livre sans le relever, alors qu'il lui dit en privé. Oui, ça c'est dommage. Alors qu'il lui dit en privé, il me dit, je lui ai dit 10 fois, mais il veut pas avoir des morts. Et donc ça monte quand même. Et après, il va sortir tous ces chiffres, mais il a quand même une interprétation qui est lourdement biaisée, puisqu'il pense qu'il n'y a pas de propagation virale, qu'il n'y a pas de maladie du Covid, ce qui en fait est c'est du pur obscurantisme. Hein. Oui. Et ça amène son truc en disant, voilà, vous voyez, les chiffres, c'est tout bidon. Mais il lit ces chiffres avec cet angle qui est en fait sa croyance de penser qu'en fait il n'y a pas de virus qui se propage, et que les gens qui meurent ou qui sont malades ont la grippe ou une bronchite ou je sais pas quoi, parce que le Covid en fait ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. C'était toute la deuxième partie de son livre. Il y a la première sur l'analyse des chiffres et la deuxième sur son interprétation. Et ça, je remarque que personne ne le relève. On le reçoit, il nous amène la vérité. Et forcément, c'est qu'il y a, voilà, on est dans deux mondes parallèles, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez raison sur l'idée qu'il faudrait beaucoup plus de débats d'un côté de l'autre pour faire avancer la raison, et que les Amish ne sont pas forcément là où on le pense. Et on est tout à fait d'accord et tout à fait pour plus de débats. Vous avez bien raison, Brice Perrier. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'obscurantisme au pouvoir, quand la pensée dominante entrave la connaissance. Brice Perrier, qui était également auteur de SARS-CoV-2 aux origines des mal chez Belin. Merci beaucoup. Merci à vous tous.